On va s'intéresser à présent à nos lois fédérales. On va essayer de savoir si elles sont bien faites pour lutter contre les discriminations. On va se poser cette question avec vous. Julie Ringelheim, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste spécialisée des questions de discrimination, professeure à l'UC Louvain, chercheuse également au FNRS, et vous êtes membre de cette commission d'évaluation qui vient donc de remettre un rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord pourquoi cette commission a été mise en place ? Eh bien, lorsqu'on a adopté ces lois anti-discrimination en 2007, ces lois qui visent à combattre la discrimination, mais aussi les discours de haine et les délits de haine, on a prévu dans les lois elles-mêmes, c'est assez neuf en Belgique, qu'elles devraient être évaluées, que leur application devrait être évaluée par le Parlement tous les 5 ans sur la base du rapport d'une commission d'experts. Et c'est donc cette commission qui a travaillé pendant un certain temps, qui a auditionné toute une série d'acteurs, fait ses propres recherches, qui a remis son rapport au Parlement et à la secrétaire d'État à l'égalité des chances, rapport dans lequel on fait le point sur la mise en œuvre de cette législation, on identifie toute une série de difficultés, de limites, de lacunes, et on formule des recommandations pour remédier à ces problèmes. Et donc l'arsenal législatif dont on dispose, ce sont 3 lois. Oui. Donc il y a la loi anti-discrimination, la loi racisme, elle qui est plus ancienne, qui date de 81, c'est la loi Moureau, mais qui a été un petit peu revue au goût du jour aussi en Fortement. 2007. Et puis il y a une loi genre aussi pour éviter la discrimination entre hommes et femmes. Et donc ça c'est l'arsenal dont on dispose. Oui. Et donc, vous deviez voir si cet arsenal fonctionne et vous êtes rendu compte que c'était un petit peu complexe d'avoir 3 lois différentes, que ce serait plus intéressant de n'en faire qu'une seule. Oui, ça c'est l'un de nos constats parmi beaucoup d'autres. Et effectivement, l'une de nos recommandations est pour faciliter l'accès et la compréhension de la loi par le grand public et par les différentes personnes concernées, de fusionner ces lois en une seule. Mais si je peux aller plus loin, je dirais que au-delà, le constat global qui se dégage de nos analyses, de nos réflexions, de nos travaux, c'est que donc ces lois, évidemment, apportent des choses extrêmement importantes, mais elles reposent essentiellement sur un instrument, le recours en justice, l'action en justice, pour lutter contre ces phénomènes. Et on constate qu'il y a beaucoup de difficultés qui se posent parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'accès à la justice, d'où toute une série de limitations dans l'effectivité, la mise en œuvre de ces lois elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui tout simplement ne portent pas plainte, ne vont pas en justice, ne dénoncent pas les faits qu'elles ont subis, et puis parce que celles qui vont en justice rencontrent souvent des grosses difficultés à faire reconnaître en particulier la discrimination en justice, notamment pour des raisons de preuve. Et donc dans notre rapport, les recommandations qu'on formule, on peut dire qu'elles vont globalement, il y en a beaucoup, on a 73 recommandations, mais globalement elles vont dans 2 directions. D'une part, améliorer l'accès à la justice des victimes, mais aussi, d'autre part, dépasser ce modèle essentiellement centré sur l'action en justice pour développer des dispositifs préventifs et proactifs, c'est-à-dire des dispositifs visant à prévenir la discrimination et les autres phénomènes interdits, mais aussi promouvoir l'égalité et la diversité. Alors, vous avez effectivement d'abord fait un état des lieux, un petit peu la situation, et en termes de faits de discrimination, d'actes de haine, vous êtes rendu compte qu'ils étaient en augmentation, ou vous manquiez de données pour avoir une vision assez objective ? Alors, on n'a pas de données qui permet de dire si ça augmente ou ça diminue, parce qu'il n'y a pas eu d'études faites avec la même méthodologie, couvrant le même territoire, les mêmes groupes, tout au long de la période examinée. Mais on a toute une série d'études, de données qui montrent que la discrimination persiste, la discrimination, discours de haine, délit de haine, tous ces phénomènes persistent à un niveau préoccupant. Ça reste réel, ça reste grave. On a des études qui le montrent, et en particulier contre certains groupes. Et quels groupes en particulier ? Alors, donc les lois antidiscrimination visent toute une série de critères.
Et alors, il faut dire aussi qu'il y a des limites, ça c'est aussi un constat de notre rapport, il y a des limites dans les données disponibles, il y a certains groupes qui sont plus étudiés que d'autres, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a en particulier, donc il y a un taux de discrimination important en matière de genre, en matière à l'encontre des personnes en raison de l'origine, mais aussi sur la base d'autres critères, comme le handicap, l'âge. Dans l'emploi, les travailleurs de plus de 50 ans sont tout particulièrement confrontés à la discrimination, mais il y a aussi d'autres critères, l'état de santé, l'orientation sexuelle. Pour ce qui est maintenant des discours et délits de haine, là, ce qu'on constate, c'est tout particulièrement des cas de racisme, sexisme, homophobie, et aussi des personnes visées en raison de leur religion. Et donc, c'est sur le secteur du travail que vous avez aussi beaucoup de recommandations à faire et beaucoup de prévention à faire auprès des employeurs. Oui, donc je disais que dans nos recommandations, il y a globalement deux grands axes, toute une série de mesures destinées à faciliter, améliorer l'accès à la justice. Je vais juste en donner 2 exemples. Travailler sur le coût de l'accès à la justice en réduisant les indemnités de procédure. Et puis on a toute une série de mesures qui visent à faciliter l'accès à la preuve, notamment en renforçant les moyens de l'inspection du travail, qui a un rôle à jouer et qui actuellement ne le joue pas suffisamment, notamment pour des raisons de manque d'expertise, de méthode. Et là, on recommande de créer une équipe d'inspecteurs spécialisés. Ça s'est fait aux Pays-Bas avec des résultats intéressants qui pourraient alors vraiment acquérir une expertise spécialisée dans le domaine, développer des méthodes adaptées. Voilà, il y a d'autres mesures en matière d'accès à la justice. Je ne vais pas détailler, mais parce que je voudrais aussi parler de tout notre volet prévention et le volet proactif. En matière de prévention, on a une recommandation qui, je pense, est particulièrement intéressante et innovante, c'est de mettre en place une obligation de prévention de la discrimination à charge des employeurs privés et publics. Ça existe déjà pour les risques psychosociaux. On estime que ça devrait être étendu en matière de discrimination. Je peux développer un petit peu. Allez-y, Qu'est-ce qu'on entend par obligation de prévention ? Eh bien, il s'agirait d'abord pour les entreprises de faire un état des lieux, faire un diagnostic. Quelle est la composition de notre personnel ? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont anormalement sous-représentés ? Mais aussi, quelles sont nos pratiques ? Est-ce qu'on a des pratiques en matière de recrutement, d'organisation du travail, de promotion qui pénalisent certains groupes sans forcément qu'on s'en rende compte ? Parce qu'il faut bien réaliser que la discrimination, ça résulte pas seulement d'actes délibérés, d'exclusion, de personnes foncièrement racistes, sexistes, etc. Mais ça peut aussi résulter de pratiques qu'on reproduit sans y faire attention et qui ont des effets pénalisants. Un exemple, une entreprise qui recrute tout le temps dans ses réseaux, eh bien, ça exclut toute une série de groupes. Donc, faire un diagnostic, identifier des problèmes pour établir un plan de prévention qui visera alors à modifier ces pratiques. Et on pense que et faire en sorte que les pouvoirs publics montrent un petit peu l'exemple parce qu'ils ne le font pas encore pour le moment. Absolument, absolument. Les pouvoirs publics ont un rôle d'exemple à jouer. On pense que ce type de dispositif est particulièrement important pour compléter, aller plus loin que le recours en justice parce que ça permet d'apporter des solutions structurelles aux problèmes de discrimination et des solutions qui peuvent être construites avec les différentes parties prenantes, les différents acteurs concernés. Et alors, il y a aussi une recommandation qui est la lutte contre la cyberhaine. On n'en fait pas encore suffisamment pour lutter contre tous les messages haineux qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Il y a une unité de la police qui est chargée de lutter contre la criminalité sur Internet, notamment les discours de haine, mais qui manque cruellement de moyens. Donc ça, c'est une priorité, mais il y a aussi un problème plus large en matière de discours de haine, c'est le régime des délits de presse. En vertu de l'article 150 de la Constitution, quand un discours de haine prend la forme de ce qu'on appelle un délit de presse, c'est-à-dire concrètement un écrit qui est soit imprimé sur papier, soit diffusé en ligne et qui est publié, il ne peut être jugé que par une cour d'assises. Et en pratique, on ne met quasiment jamais en place une cour d'assises pour des discours de haine. Donc le résultat, c'est que ces faits ne sont pas poursuivis, ne sont pas jugés. Ça crée une impunité, sauf en matière de discours racistes et xénophobes, parce que dans ce cas-là,
On a prévu une exception, on a inséré une exception, mais c'était avant ça ne prend pas les en lois compte de 2007. Les autres discriminations qui Nous existent. estimons que cette exception doit être étendue aux autres types de discours de haine, en particulier discours sexistes, homophobes, mais tout en prévoyant des garanties pour préserver la liberté d'expression. Eh bien, merci beaucoup Julie Ringelheim d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle que vous êtes vous le savez, mais je rappelle que vous êtes la rapportrice donc de cette commission d'évaluation et que toutes ces recommandations sont transmises au gouvernement fédéral.